Un plan d'action. Chaque survivaliste en a un. Pour eux, le scénario est bien précis. Quand le bris de normalité va arriver, ils ont planifié en détail ce qu'ils vont faire. Ils tombent en mode survie. La fiction devient réalité. Je rejoins Mathieu tout près de son travail. Ici, en pleine ville, il se doit d'avoir une planification efficace. Et c'est le cas. Fait que là, ici, on va mettre en exécution ton plan d'évacuation, c'est ça? Oui, exactement. C'est pour ça que je me prépare. Moi, j'ai déjà réfléchi, posé sur papier, tout ce qui est théorie, bien sûr, pour pratique, parce que finalement, il ne s'est jamais rien passé à date, mais on se prépare pour ça. Et moi, s'il se passe quelque chose au travail, je veux pouvoir quitter le lieu dans le meilleur délai et en toute sécurité, si je peux dire ça comme ça, dans la meilleure sécurité, en fait. Là, on a chacun nos sacs. Ouais, on est équipé, là, théoriquement, tu as du stock. Moi, j'ai du stock aussi, les 4 points. On a de quoi subvenir à nos besoins. Tant sur les vêtements, la chaleur, l'abri. On a de quoi manger, boire, puis on a de quoi faire un feu s'il y a de quoi. Là, on appelle ça un get-home bag. On prend donc la route ensemble. Le trafic est normal et la panique n'est pas installée. Parce qu'en cas de catastrophe, les conducteurs seraient pas mal plus agressifs. Ici, présentement, à Trois-Rivières, s'il y avait une catastrophe qui se produisait, ça pourrait être quoi? À l'heure actuelle, il y a à Trois-Rivières, il n'y a pas de grand-chose, je te dirais. On est quand même pas mal à l'abri là-dessus. Mais ce qu'on a connu en 2017-2019, c'est les inondations. Là, on est en milieu urbain. Ouais. C'est pas évident là, d'être dans une situation de survie, mais dans ce milieu-là, me semble. Non, c'est pas évident, loin de là, mais je te dirais qu'il y a des personnes qu'on ne penserait pas tout de suite, puis qui sont quand même habituées par la force des choses à vivre dehors, c'est les sans-abri. Ils peuvent nous apprendre plein de choses. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les itinérants sont des survivalistes? C'est des survivants. Tu sais, j'irais pas dire que c'est des survivalistes, Mais c'est des preppers, ouais. c'est des survivants. Claude est prêt à tout. Son plan d'action est détaillé et il commence par protéger ses acquis. Ouais, fait que c'est ici que ça se passe. Ça, c'est ma petite dernière. OK? C'est des composantes une par une. J'ai acheté l'arme, OK? mais il n'y avait pas de crosse comme ça. Il n'y avait pas de poignée comme ça. Il n'y avait pas de trépied, il n'y avait pas de muzzle brake. Puis il n'y avait toujours bien pas le télescope non plus. Ça fait que c'est toi qui l'as monté, là. Ouais. Puis à 300 verges, ça passe au travers d'une plaque d'acier de 1 demi-pouce d'épais. Ouais. Tu te sers-tu de ça pour la chasse aussi ou ça serait une arme de défense surtout? Ben en fait, les orignales, chevreuils, gros gibier, là, ours, mais aussi de sniper. T'sais, on joint l'utile à l'agréable. Fait que ça prend beaucoup de précision parce que tu vas pas blesser l'animal. Non, ça c'est clair que le meilleur shot possible. C'est ça, exactement. Puis si c'est en cas de défense, ben tu peux le blesser au lieu de manquer ta shot. Okay. Tu comprends? Parce que moi, je suis pas là pour tuer des personnes. Là. Non, c'est mais pas ça. s'il arrive vraiment comme Walking Dead, ça va être pour les ralentir. OK. C'est le but de la chose. Par la suite, on monte au 2e étage pour qu'il me parle de son plan de défense. Encore une fois, le scénario est très précis pour Claude. OK. Pas pire, hein? Là, tu m'expliques qu'est-ce qu'on fait ici avec... Ben, en fait, j'ai une échelle ici OK. pour monter sa couverture. OK. Puis avoir 360, 360. De vision. De vision, exactement. Puis avec ça, ben, je suis capable de me protéger largement. Fait que, on essaye tout ça? Ben oui, let's go. Moi, si tu me ça. permets, je vais me boucher les oreilles quand tu vas tirer. Ben oui, ben oui. Armé. C'est bon.
On a un point de vue en hauteur pour voir les zombies apocalyptiques arriver. C'est un peu surréaliste tout ça. Là. Je suis sur le balcon, rattaché à sa chambre à coucher, avec une arme, prêt à se défendre. La cible de Claude, c'est un arbre. Même à ça, il s'est assuré que l'environnement soit 100% sécuritaire avant de s'exécuter. Ouais, ça fesse. Ouais, hein? J'ai senti l'onde de choc. C'est assez... C'est puissant, c'est Ouais, puissant. ouais. Ben, t'écoutes, t'es bien installé. On va-tu voir ce que ça a donné en Ben oui, on va aller voir des dommages. Good. On va l'amener. Oui. Fait que c'est arrivé là. Le plomb, il est là-dedans, là. Il est rentré ici. Exactement. Un coup de même, là, quelqu'un qui veut venir vous écœurer, ça dissuade. Oui, ben juste le son dissuade, hein? Ouais, Tu ça, l'as entendu? C'est assez clair. Les survivalistes, il y en a partout au Québec. Les parcours diffèrent, la préparation aussi. Je vais à la rencontre d'Éric et Karine, deux ex-militaires qui travaillaient dans les renseignements. Eux avaient accès à de l'information privilégiée. Ça m'intrigue. Éric, on est sur ta terre ici présentement. Ouais. Là, la première question que je vais te poser, que je veux savoir, est-ce que tu es survivaliste? Non, je me considère pas survivaliste. Je me considérais plus comme autonomiste. La différence survivaliste, je pense que quand quelqu'un commence à introduire les armes pour son système de défense, je pense que là, on peut commencer à parler de survivalisme. Vous êtes rencontrés comment, vous deux? Nous, on a servi dans les Forces armées canadiennes ensemble pendant plusieurs années dans le même métier. Puis on a déployé ensemble en Afghanistan aussi. C'est là qu'on a passé le plus de temps à travailler ensemble. Est-ce qu'une fois de retour à la vie civile, ça vous a allumé quelque chose à vous dire, bien, il faut qu'on se prépare? Oui. Si on regarde comme en Afghanistan, ces gens-là pouvaient manquer d'électricité ou de ressources de base. Ils avaient la capacité de pouvoir être capables de continuer à fonctionner. Alors qu'ici, tu te rends compte que, on a beaucoup de dépendance, on a beaucoup de savoir oublié. La débrouillardise de nos grands-parents a comme disparu à quelque part, s'est évadée avec l'arrivée de l'électricité. Peut-être dans les Forces armées, ça nous apprend à planifier tout le temps, à être prêt, à avoir tout notre équipement en ordre, en tout temps. Parce que c'est pas quand c'est le temps de s'en servir que c'est le temps de l'assembler ou d'apprendre comment ça marche. Le discours est très terre-à-terre, presque trop. Mais si eux, qui avaient accès à autant d'informations, décident de se préparer, peut-être qu'il faudrait tous se préparer. Tous les deux, vous avez travaillé dans le renseignement. Est-ce que vous avez vu des choses auxquelles nous, on n'a pas accès, qui vous ont fait réfléchir? Oui, on avait accès à beaucoup d'informations. On a dit, bon, bien, vous voyez peut-être des menaces dans un plus grand spectrum. Le pire des scénarios, nous autres, qu'on entrevoit, c'est basé sur qu'est-ce qui s'est déjà vu. Que ce soit la crise du verglas, que ce soit Katrina à Nouvelle-Orléans, c'est pas mal le pire des scénarios qu'on a pu voir au cours des dernières décennies. C'est pas d'être alarmiste, mais plutôt d'informer sur les risques réels que tout le monde connaît. On n'invente rien, puis d'essayer d'aider les gens à se préparer contre ces risques-là, finalement. En pleine forêt, le chalet de Mathieu est simple, rien de spectaculaire. Un camp de survie comme je l'imaginais.
Regarde, Pat, je te fais le tour du propriétaire vite. OK? Là, ici, à l'intérieur, on a des panneaux solaires. T'as zéro électricité ici. Non, zéro électricité. Au niveau même de l'eau, je te dirais, on n'a pas d'arrivée d'eau ici. Il y a une réserve d'eau un peu plus dans cette direction-là, OK. où on pourrait aller chercher notre eau, la filtrer, purifier, la faire bouillir. Là, je regarde ici, bon, c'est l'eau de pluie. Ouais. C'est une réserve d'eau là. Oui, tout à fait. Ça, c'est minimum, là, mais au moins, on peut récupérer cette eau-là. T'as un fil dans ton sac, là, on peut-tu l'essayer? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. OK. Là, ici, on tombe vraiment en mode survie. Là. Oui, effectivement. Ça pisse par le filtre. OK. Puis là, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, ça y est. Voilà. Au moins, elle est fraîche, celle-ci. Ah oui, c'est assez froid. C'est le fun, il y a des verres dans le fond de l'eau. Après avoir testé le système de filtration d'eau de Mathieu, on prend quelques minutes pour jaser. Seul au monde, loin de notre point de départ, le contraste est parfait. Là, l'eau, ça, c'est pour la survie, c'est hyper important. Oh oui, c'est hyper important. Il y a la règle de 3, je vais te parler de ça. C'est OK. important, c'est une des règles primordiales en survie. On peut pas vivre plus de 3 jours sans eau. OK. C'est ça, il faut que tu boives, là. T'as pas le choix. Là. Et puis, sinon, on a 3 semaines sans bouffe, puis 3 mois sans contact social. On parle beaucoup des choses qu'il faut faire, Mhm. qu'il faut préparer. Y a-tu des choses qu'il faut pas faire? La première chose à ne pas faire, finalement, c'est de paniquer. Pour pas être paniqué, il faut être préparé. On va s'informer, mais pas plus qu'il faut. Oui, on va tendre la main au gouvernement, mais on va faire attention, on va filtrer aussi l'information qu'eux, ils laissent transparaître, si on peut appeler ça comme ça, on va circuler. Sinon, au-delà de ça, je pense que le best, là, c'est de ne pas aller dans les bois tout de suite. T'sais, on entend toujours dire, les survivalistes, « Ah, ben là, on quitte la maison, on va dans les bois. » On est quand même au Québec, là, on s'entend. Là. Oui. Est-ce que tu vas préférer rester chez toi dans un confinement que toi-même t'auras préparé avec ton stock, ou alors tu vas courir dans les bois pour rien faire? Ça marche pas, là. Moins 20 degrés, tu peux pas vivre là-dedans, on s'entend. Puis je pense qu'un dernier conseil que je peux donner, c'est de pas partir comme ça avec son couteau puis se la jouer Rambo, ça marche pas. Je pense que la préparation, il y a une bonne base à avoir, qui est pas compliquée, qui est accessible à tout le monde, puis tout le monde devrait l'avoir. Sa vision du survivalisme est réaliste. Il ne s'emballe pas avec des visions apocalyptiques. C'est certain qu'il romance toutes les catastrophes possibles. C'est ce qui motive sa préparation. Être survivaliste, c'est pas de tout repos. Pour certains, la préparation passe par les scénarios les plus fous. Pour Éric et Karine, la préparation, c'est un assemblage de plein d'items qui vont être utiles le moment venu. Capacité de pouvoir cuire la nourriture. Ça, c'est un poêle qu'on allume comme une chandelle qui va aller chercher le maximum de BTU pour chaque petit morceau de bois que tu veux mettre dedans. Aujourd'hui, les téléphones, c'est une extension de beaucoup de personnes. Il faut s'assurer que ça fonctionne. C'est Très long. Faut être patient. 5 minutes après un iPhone, j'ai fait 4 %. Il n'y a rien de miraculeux dans tous les différents appareils pour charger. On a des panneaux solaires portatifs. Ça prend au moins 14 watts. Alors ça, c'est une autre option. Encore là, c'est pas miraculeux. On ne remplira pas nécessairement notre téléphone en dedans 2 heures d'exposition au soleil. Toi, Eric, as-tu un kit à toi qui est spécifique d'urgence, un bug-out bag, comme on appelle? Non, bagarre bag pour aller où? Ça dépend de la zone où c'est que tu habites. Si tu habites en zone inondable, bon, ben les chances que tu aies d'affaires à évacuer à cause de cette calamité-là, ben sont plus élevées. Présentement, moi, où ce que je suis installé, j'ai pas de danger pour les inondations ou bien un feu de forêt ou quelque chose de même. Le but, c'est d'être capable de rester à la maison. Parce qu'à la maison, vous avez un toit. Plus être capable de fonctionner et d'être obligé d'évacuer dans un centre de service, c'est là que ça peut devenir un problème, puis c'est pas nécessairement une option que tu veux considérer.
Est-ce que vous trouvez que le gouvernement fait une bonne job pour sensibiliser la population à se préparer à des catastrophes? Je te dis, c'est quoi le problème? J'ai sur mon groupe Facebook, en cas d'urgence, Canada. OK. Alors, eux autres, ils posent des articles reliés à la sécurité publique et à la préparation. Ma femme, elle va avoir plus de likes sur Facebook si elle met une photo de Minou. Qu'eux autres, ils vont avoir de likes quand ils font une publication. Fait qu'eux autres, ils prêchent dans le désert. Mais c'est pas parce qu'ils sont inactifs, ils sont très actifs. Ça va prendre quoi pour que les gens allument un minimum? Puis là, encore là, je suis pas dans le scénario de la pire catastrophe au monde, là. Pour que les gens changent, pour que la culture change, ça va prendre des larmes, malheureusement, puis de la souffrance. C'est ce que je pense. Avant de quitter, je prends un peu de temps avec Christine et Claude sur le perron, un endroit paisible, pour parler de choses qui le sont un peu moins. Christine, Claude, on est ici sur votre balcon. C'est super tranquille. On n'entend presque rien, du vent dans les arbres, à peu près tout. Hey. C'est ça que vous aimez, hein? Ah oui, c'est une tranquillité, c'est une qualité de vie. Puis on va mourir ici. Ah oui? Ah oui, c'est écrit dans le ciel. Écoute, c'est un paradis sur Terre. Qu'est-ce que t'as dans les mains, Claude? C'est un masque à gaz. OK. Ça, c'est... on pourrait dire une autre ligne de défense, en fait. Oui, c'est ça. C'est protection. C'est, mettons, qu'il y aurait des retombées radioactives. Ou chimiques. Ou chimiques, ou peu importe, l'Ebola, ou peu importe, là, tu sais, là, on fabule un peu, là, mais... Virus qui peut... Virus, oui, c'est ça. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne de même. Avec les filtres. Avec les filtres ici. Puis c'est des valves anti-retour, tu m'entends bien? Oui. Fait que c'est des valves anti-retour. Quand tu mets des filtres, ça veut dire que quand tu respires, l'air rentre par les filtres. Puis quand ça expire par ça ici. OK. Fait qu'il n'y a pas de danger. Là, vous parlez d'Ebola ou de virus ou... Ouais, c'était juste un exemple. Non, mais c'est ça. Est-ce que c'est des choses qui vous font peur? Moi, l'Ebola me fait le plus peur dans tous les virus. OK, pourquoi? Parce que l'Ebola, c'est transmissible par gouttelette. L'Ebola va toucher à ton système au niveau cognitif. Et puis, c'est une maladie qui est incurable. Mais ça se transmet beaucoup. Fait que là, avec ça, puis avec toute l'installation ici, là, vous êtes prêts? Ben, on est prêt autant qu'on peut l'être, avec les moyens qu'on a. Oui. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est pas mal plus près que bien d'autres personnes. Ça, c'est sûr. La peur est omniprésente dans leur discours. Malgré tout, ils sont heureux ensemble, prêts à survivre à toute éventualité. Le survivalisme est une façon de penser basée parfois sur des faits, parfois sur des scénarios catastrophes. Mais une chose est certaine, ils ont un plan d'action. Comme tout bon survivaliste, ils sont prêts à tout.